Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de notre série spéciale dédiée au prix Happy Patient. Pour conclure cette belle aventure, nous avons l'immense privilège d'accueillir une femme au parcours bouleversant et inspirant, Maëlys d'Horizon, lauréate du prix Coup de cœur du public. Maëlys est la maman de Louis, un petit garçon atteint comme elle du syndrome d'activation mastocytaire, aussi appelé SAMA, une maladie rare et complexe. Face à cette allergie à la vie qui bouleverse leur quotidien, Maëlys a choisi de transformer la contrainte en créativité et la douleur en espoir. Quand leur alimentation s'est réduite à seulement 5 aliments, elle aurait pu céder au découragement. Mais pour offrir à son fils la vie la plus douce possible, elle s'est retroussé les manches, imaginant des recettes innovantes à partir de la pomme de terre. Cet aliment qui a littéralement sauvé leur vie. De cette résilience est né un projet unique, le livre La patate de Louis, la pomme de terre revisitée. Un recueil de recettes accessibles et réconfortantes, conçu pour toutes les personnes contraintes à des régimes alimentaires extrêmement restrictifs. Dans cet épisode, Maëlys nous partage son histoire, son combat de maman et de patiente, mais aussi sa mission, redonner aux autres familles un peu de cette magie qu'elle a trouvée dans la simplicité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Maëlys. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, on fait une saison un peu spéciale du coup sur le prix Happy Patient. Tu es l'heureuse finaliste et vainqueur du prix Coup de cœur du public. Alors, je vais te commencer par la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis Maëlys, j'ai 34 ans depuis peu. Et d'ailleurs, le prix Happy Patient a comme été un cadeau d'anniversaire. Trop mignon. Donc, c'était plutôt très, très chouette. Qu'est-ce que je peux dire ? Peut-être que je suis hyperactive. Un chouïa hyperactive et très optimiste. Et que je pense que ça peut être assez chouette de s'arrêter là, puisque je pense que dans l'échange de la discussion, il y a plein d'éléments finalement de présentation de mon histoire et de qui je suis qui vont venir. Carrément. Et ben justement, tu me tends une belle perche parce que justement, j'aimerais bien que tu parles un peu du projet pour lequel tu as postulé pour le prix Happy Patient et expliquer comment toi, ton expérience personnelle avec le SAMA a influencé ton parcours et peut-être expliquer ce que c'est aussi le SAMA. J'allais commencer par là parce que SAMA, bon, c'est joli, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire syndrome d'activation mastocytaire. Donc, le syndrome d'activation mastocytaire est un syndrome rare qui, et là je cite Ophélie, qui est très investie sur les réseaux sociaux et dans les associations de patients, quand elle dit que finalement le SAMA nous rend allergiques à la vie. Et vraiment, le jour où je l'ai lu sur son compte, ça m'a fait un tilt et j'ai dit mais oui, c'est ça. Puisque avec le syndrome d'activation mastocytaire, il faut imaginer que tout peut déclencher des crises de la maladie. Donc ça va de l'alimentation, qui est un petit peu le point de départ du projet pour lequel j'ai postulé, mais ça peut être aussi les saisons, les changements de température ou les températures tout court. Certains vont réagir aux températures élevées, d'autres aux températures trop basses. Ça va être des odeurs, ça va être les virus, les émotions. Finalement, tout ce qui constitue la vie quotidienne peut être un déclencheur. Et ça va être individu dépendant, c'est-à-dire que chaque patient va réagir à des déclencheurs différents. On retrouve quand même des grandes lignes, l'alimentation c'est pour tout le monde, etc. Mais les aliments vont varier. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un challenge autant en tant que patient que maman de patient, que même pour les médecins, je pense, c'est ce caractère individu dépendant, puisque ça se traduit aussi sur les symptômes. Le syndrome d'activation mastocytaire peut toucher tous les organes, puisque les mastocytes sont des petites cellules que nous avons partout.
Donc ça peut être dans les oreilles, le système digestif, au niveau cérébral, au niveau neurologique, au niveau musculaire, articulaire, au niveau de la peau. Voilà, donc finalement tout et rien nous fait réagir et on peut réagir d'une façon complètement imprévisible et du jour au lendemain, des choses auxquelles on ne réagissait pas, on peut y réagir. Et pour vivre avec ça, il y a des traitements qui ne sont pas toujours efficaces et les traitements vont aussi dépendre des patients. Donc c'est un vrai challenge, ce syndrome pour tout le monde. C'est ça, exactement. Voilà, donc là c'était un petit peu pour présenter le SAMA. Donc on appellera le SAMA après parce que c'est plus simple. voilà. Et la question, je crois, c'était comment ça a influencé le projet, Ton mon parcours. ouais, exactement. Alors, mon parcours de vie, finalement, c'est un parcours d'errance, puisque moi, je suis atteinte du SAMA depuis l'enfance, et je ne le savais pas, et jusqu'à mes 32 ans. Donc, ça veut dire que pendant 32 ans, j'ai vécu avec énormément de symptômes, hein, plus d'une vingtaine de symptômes qui étaient handicapants au quotidien, mais qui n'avaient pas de nom. Et c'est un peu mentir que dire ça, puisque pendant des années, hein, depuis mon enfance, tous les médecins ont mis ça sur le dos de la psychologie. Ouais. Mais du coup, c'était quoi tes symptômes justement sur ces 32 années? Alors, j'avais beaucoup de symptômes cutanés, des plaques, alors de l'eczéma, mais aussi comme des brûlures, des flushs, des vertiges, beaucoup de vertiges, beaucoup d'hypoglycémie, beaucoup de fatigue. Je pouvais dormir 15 heures, 20 heures sur 24 et être encore fatiguée. Une grande frilosité, des marbrures. Ça m'a valu en cours d'art plastique en terminale sur un devoir où j'avais mis une photo de mes jambes. Ah, c'est dommage cet effet couleur cochon. Ah non, alors c'est mes marbrures, mais ça va aller. Ok, Voilà, c'est ouais. pour dire que vraiment c'était tout mon corps. J'avais beaucoup de brouillard cérébral, de beaucoup de troubles digestifs aussi, des douleurs un peu partout dans tout le corps, des tachycardies. Ouais, Voilà. donc en fait, c'est énormément de symptômes, mais sur différents organes et du coup, qui n'avaient pas forcément un vecteur commun, j'ai envie de dire. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça souvent que face au SAMA, qui est encore méconnu hein, par le corps médical, le réflexe va être de dire que c'est dans la tête, parce que autant de symptômes avec des résultats biologiques souvent corrects, pas forcément bons, hein, mais souvent corrects. Enfin, ma thyroïde a toujours été bonne, par exemple, les marqueurs de la thyroïde, jamais eu de soucis. J'avais quelques carences, mais rien qui pouvait expliquer aussi loin. Donc voilà, quand face aux examens, et puis en plus, je pense que ça c'est un autre sujet, mais qui peut être juste planté là, c'est le fait que j'étais une femme. Et voilà, je sais qu'on a beaucoup de femmes à être confrontées à l'errance diagnostique parce que nous sommes aussi des femmes. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un grand bazar, c'est compliqué. Et ce qui fait que pendant 32 ans, il y a eu vraiment une bascule au moment du diagnostic, parce que pendant 32 ans, j'ai vécu dans la peur de mourir. Parce que quand le corps lâche tout le temps comme ça, on finit allongé dans la rue, les pattes en l'air, on est obligé de rentrer en taxi du travail, on est obligé d'être arrêté, on dort, puis le brouillard cérébral, ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une sensation de on ne sait plus où on est, on ne sait plus quand on ne sait plus si on oublie les choses ou si on est dans le réel. Enfin, c'est très particulier. Donc pendant un grand nombre d'années, à l'échelle de ma vie, j'ai vraiment vécu dans la peur. Et le diagnostic dans mon parcours a amené vraiment une bascule, puisque j'ai compris déjà. Et j'ai pu être prise en charge. Et la prise en charge, elle se passe effectivement par des médicaments, mais aussi par un régime alimentaire ultra restrictif. Et ma qualité de vie, elle est grandement améliorée. Aujourd'hui, je vais mieux que je n'ai jamais été sur le plan psychologique, puisque je n'ai plus peur, et aussi sur le plan vraiment physique et mental, au niveau des brouillards, etc., qui existent toujours. J'ai toujours des symptômes, et ça n'a plus rien à voir. Mais du coup, comment ça a été diagnostiqué? Est-ce que c'est avec une prise de sang? Enfin, à quel moment justement, enfin, quel type déjà de professionnel de santé a fait le diagnostic et comment ça s'est passé? Alors, c'est là où mon histoire vraiment s'entremêle à l'histoire de mon fils, puisque donc voilà, avec mon conjoint, on a décidé d'avoir un enfant, et on a eu la chance que ça marche, que ça fonctionne, que ça prenne. Ouais. J'ai eu une grossesse à risque.
avec des complications, mais tout s'est finalement bien déroulé, ça s'est bien terminé, et mon fils est né à terme en bonne santé à ce moment-là. Et puis son état de santé, au fil des jours, des mois, s'est dégradé. Il y a eu, pour le coup, contrairement à moi dans mon enfance où il y a eu des symptômes et où il n'y a pas eu d'engagement finalement vital, pour mon fils davantage. Il a fait une réaction immédiate aux protéines de lait de vache. Il y a eu une forte stagnation pondérale qui a été le point déclencheur d'alerte de la médecin qui le suivait à l'époque. On n'était pas suivi par une pédiatre, mais par la médecin généraliste du quartier, qui a d'ailleurs dit: j'arrête, je vous oriente vers un pédiatre parce que c'est trop complexe. C'est bien qu'elle le fasse. Et bien, cette médecin, pour le coup, a été vraiment un pilier dans notre parcours, puisque c'est elle qui a remué ciel et terre pour qu'on ait des rendez-vous et qu'on soit pris en charge au départ. Ça n'a pas trop marché, parce qu'elle n'a pas de super pouvoir finalement, mais elle a essayé en tout cas. Donc on a commencé par une errance diagnostique pour notre enfant. On a été très mal accompagné dans un premier hôpital, et puis on a fini par arriver à Necker, que je pense un peu tout le monde connaît comme un hôpital spécialisé en pédiatrie, mais il faut savoir qu'il y a aussi des suivis adultes. Et en fait, en arrivant à Necker, nous sommes d'abord arrivés en allergologie, puisque le tableau quand même nous orientait vers des allergies. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, quand on était dans l'errance médicale, où je disais, notamment sur les réseaux, bon, nous ça va, c'est que la polyallergie, parce que moi, quand je vois sur qu'est-ce qui se passe autour, je pensais au Sama, puisque ça commençait à arriver un petit peu à mes oreilles. Je me disais, heureusement que nous, c'est pas ça. Et puis finalement, au bout de 10 mois en allergologie, l'allergologue qui avait essayé de le stabiliser, qui avait essayé de comprendre, nous a reçus en disant: écoutez, ça ne relève pas de la simple allergologie, je pense à, donc elle a évoqué le syndrome d'activation mastocytaire, d'autres possibilités qui ont été écartées à ce jour. Et donc on s'est retrouvés suivis par une équipe pluridisciplinaire à Necker qui s'occupe des syndromes d'activation mastocytaire. Et à l'occasion de ce rendez-vous bascule, moi j'avais justement une plaque très très importante sur l'avant-bras, vraiment comme une brûlure, qui me faisait beaucoup mal d'ailleurs. Et elle m'a regardée en disant: mais c'est quoi? Et là, c'est mon conjoint qui est intervenu en disant: ah oui, on se pose aussi des questions pour ma femme. Je lui ai dit: oui, voilà, on se pose des questions. Et donc, on a d'abord travaillé sur le diagnostic de notre enfant, puisque c'était notre priorité, notre temps, puisque voilà, il y avait vraiment un besoin de stabilisation, dans le sens où on avait d'abord diversifié l'alimentation avant de devoir rétro-pédaler. Donc, on n'a jamais été au bout de la diversification, puisqu'on avait vu qu'il réagissait. Il y a déjà des choses qu'on n'avait jamais pu introduire. Et là, on a dû rétro-pédaler. Et plus que ça, petit à petit, en fait, on s'est retrouvé avec 20 aliments. Ça n'allait toujours pas. Et là, avec mon conjoint, on a pris une décision assez radicale, que je ne conseille pas, hors vraiment pathologie particulière, hors suivi médical. Je préfère le dire, parce que c'est important d'avoir conscience que là, le témoignage que j'apporte, c'est celui d'une maladie rare, il existe beaucoup de polyallergies assez sévères, mais qui ne sont pas un SAMA, et attention à ça. Et donc, nous, face à cette complexité, et à ce moment-là, on était encore vraiment en errance. On est passé de 20 à 10 aliments. Alors, comment on a choisi les 10 aliments? Je ne me souviens plus tellement. Par le journal alimentaire qu'on tenait pour voir ce à quoi ils réagissaient. Aussi pour les apports. On a réfléchi en termes d'apports. Et en fait, ce qui a été assez dramatique, c'est que le jour où on est passé à 10 aliments, on a observé du mieux pendant 3 jours. Puis au bout de 3 jours, ça redégringole. Et on enlève un aliment. Et puis un autre. Et puis un autre. Et comme ça, on est passé de 10 à 5 aliments. Et quand on a vu les 5 aliments se profiler, on a écrit un mail à Necker en disant: écoutez, là, il faut nous recevoir en urgence, parce que si on continue comme ça, on ne pourra plus le nourrir. On observait vraiment un effet dégradation, et donc on a été d'ailleurs reçu en urgence, et c'était à ce moment-là qu'on a eu le rendez-vous bascule dont je parlais tout à l'heure. Et là ont été mis en place les traitements. On a pu stabiliser notre enfant, qui aujourd'hui est toujours malade, a toujours des symptômes. On est toujours en grande difficulté pour introduire des aliments. Mais une fois qu'on a réussi à le stabiliser, moi j'ai pris contact avec donc le centre de référence qui s'appelle le CEREMAS, le centre de référence des maladies mastocytaires, qui est à Necker, avec donc une lettre d'adressage, avec un témoignage de mon histoire, plus le fait que mon fils était suivi là. Et il le connaissait d'ailleurs, le médecin qui m'a reçu, puisqu'il fait partie des cas un peu compliqués.
C'est ce qu'il m'a dit à ce moment-là, moi je savais pas. Et donc j'ai été reçue finalement assez vite. Il y a pas eu de temps, il y a eu quelques mois d'attente, mais ça allait. Et effectivement, le tableau général nous amenait à penser que j'avais également le syndrome. Et il faut savoir que donc il y a, alors pour le diagnostic, il va y avoir plusieurs éléments, notamment on parlait de prise de sang tout à l'heure. Il y a une partie des syndromes d'activation mastocytaire qui ont un facteur génétique, je pense qu'on peut le dire comme ça. Si je me trompe, désolée, je ne suis pas médecin. Je crois que c'est l'alpha-tryptasémie héréditaire, et ce n'est pas notre cas. Donc la prise de sang a quand même été faite pour contrôler, mais c'est vraiment pas notre cas. Il y a une autre prise de sang qui peut être intéressante, mais ne suffira pas à faire le diagnostic, c'est la tryptase. Le calcul de la tryptase. Je saurais pas expliquer ce que c'est exactement. Mais en tout cas, si elle est élevée, c'est un indicateur de SAMA. Par contre, c'est un indicateur. Ça reste un diagnostic à la fois d'élimination. On élimine d'autres pathologies et un diagnostic d'observation par les symptômes, par la thérapeutique. Est-ce que les traitements fonctionnent ou pas? Si ça fonctionne pas, ils ont tendance quand même à chercher autre chose, si j'ai bien compris. Et nous, nos tryptases sont bonnes. À tous les deux, donc on est vraiment pas dans cet aspect-là du syndrome. Par contre, effectivement, sur le fait d'avoir écarté d'autres diagnostics et la réponse au traitement. Nous, on répond plutôt bien au traitement. Ça n'empêche qu'on a encore des symptômes, qu'on peut pas tout introduire et qu'il y a encore des réflexions pour introduire des nouveaux traitements. En 2024, on a introduit un nouveau traitement à mon fils et un autre différent pour moi. Je pense que c'est pas fini. Je sais pas, mais je pense. Donc c'est voilà. Ce syndrome, comme beaucoup de syndromes rares, est encore finalement l'objet de beaucoup de recherches. En tout cas, j'espère beaucoup, en tout cas de recherches. Et les diagnostics ne sont pas simples, ne sont pas évidents et prennent du temps, puisque ça reste donc un diagnostic par élimination. Ok. C'est très complet, t'expliques très bien. Alors, j'ai peur de dire trop, mais j'essaie parce que c'est compliqué. Alors non, mais tu fais bien parce que c'est bien aussi de, tu vois, poser contexte pour expliquer aux gens, parce que c'est vrai que je pense que le syndrome d'activation mastocytaire, c'est pas énormément connu par le grand public, et donc là, ça permet en tout cas de montrer un peu les contours non, et puis c'est pas connu non plus forcément des médecins. Et c'est vrai que quand il y a eu cette opportunité du podcast, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est la possibilité de sensibiliser vraiment au syndrome. Exactement. Et du coup, toi, tu as créé une association, c'est ça? La patate de Louis. En fait, nous, on adore le nom de ton projet. Hein. Franchement, on est trop fans chez Mapato. Mais ça a été donc tout est un peu. Alors, tout est parti de deux endroits, de ma cuisine et des réseaux sociaux. Puisque donc quand on s'est retrouvé avec 10 aliments, on avait déjà que la patate comme aliment intéressant, vraiment à cuisiner. Et quand on en a eu plus que 5, donc on avait pommes de terre, asperges, canard, huile d'olive et chocolat. Il a fallu, notamment face au fait que mon enfant grandisse, innover parce que j'avais envie de lui offrir, comme je le dis, une diversité alimentaire, certes en trompe-l'œil, puisque finalement il ne mange pas plus diversifié que ce qu'il a avec ses 5 aliments, mais en trompe-l'œil. Donc effectivement, maintenant on mange de la pizza, on mange des petits pains au chocolat, on mange du gâteau au chocolat, des nuggets, plein de choses qui peuvent se faire à base de patates uniquement. Et après, chacun rajoute les ingrédients qu'il a dans son régime alimentaire restrictif. Ça, c'est l'aspect cuisine. Et sur les réseaux sociaux, depuis le départ, finalement, je partage notre histoire parce que c'est là où on a eu aussi trouvé des réponses. C'est là où on a trouvé de l'aide. Et maintenant, j'essaye de basculer à pouvoir aider. Et le nom de mon Instagram a évolué au fil du diagnostic. On a d'abord eu nos pérégrinations allergiques et puis et petit à petit, c'est devenu la patate de Louis parce que pour donner un peu un chiffre choc, mais qui est réel. Il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que moi j'ai allaité mon fils pendant 3 ans et demi, puisqu'on n'arrivait pas à introduire de lait, et donc je mangeais strictement la même chose. Bon, j'avoue, j'ai jamais arrêté le café. Il y avait 5 aliments, lui il avait mon lait, moi j'avais mon café. Ok. Voilà.
Et en fait, donc on se retrouvait tous les deux à manger. Donc sachant que un des symptômes, nous on le vit comme un symptôme, je sais pas si on peut vraiment le nommer comme ça, mais il mange énormément, notre enfant, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, avec l'allaitement, je mangeais énormément. Enfin, voilà. Donc il faut replacer quand même ce contexte où on mangeait beaucoup tous les deux. Mais au plus fort de la maladie, on a calculé sur une année, ça a fait à peu près 900 kilos de patates sur l'année, quoi. Ok. Voilà. Donc il faut imaginer parce que c'est matin, midi, goûter, soir, Ah ouais, nuit, c'est parce ça. qu'on avait faim la nuit. Donc on en mangeait tout le temps. C'était l'aliment de base. On mangeait de la viande une fois par jour, on mangeait les asperges aux 2 repas, un peu de chocolat, mais à l'époque nos seuils étaient plutôt bas, donc on n'en mangeait pas beaucoup. Donc on se retrouvait avec nos patates et notre huile d'olive, et puis il fallait se nourrir. Et là, c'est là où il faut être hyper créatif. Voilà. Alors je place ça parce que je sais qu'on a comment dire ça. Beaucoup de patients ou de familles de patients se retrouvent avec ce régime ultra restrictif et ça donne pas autant de recettes. Je pense que mon destin, c'était de rencontrer la pomme de terre. Je suis pas cuisinière, hein. Je travaille dans le secteur culturel à l'origine en tant que chargée de projet. Je n'ai jamais cuisiné, j'ai jamais tellement aimé cuisiner d'ailleurs. Je faisais des tambouilles tout le temps, je mélangeais des trucs, des machins, puis on mangeait. J'adorais manger par contre, mais pas cuisiner. Et j'avais pas de connaissances, je ne sais pas, même encore aujourd'hui, je ne sais pas suivre une recette. Moi, je cuisine au pifomètre, ça a toujours été le cas. Voilà, donc c'est pas parce que si vous m'écoutez là et que vous êtes confronté à ces régimes restrictifs et que vous n'arrivez pas et que vous n'allez pas dans ces espaces d'invention, ça ne remet rien en cause. C'est important parce que je sais que face notamment à des allaitements, je parle aux mamans allaitantes, sur des régimes ultra restrictifs, on est très fatigué. Eh bien, ce qu'on fait, c'est pas on fait ce qu'on peut, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut. Et moi, il se trouve que dans mon mieux qu'on peut, ça me venait comme, je peux pas dire l'expression, mais comme une envie de, voilà, hop, il y avait des éclairs comme ça. Je l'allaitais, je le portais, je marchais beaucoup avec Louis en porte-bébé. Et puis, mais et si je faisais ça? Ah, et si ça? Et puis, mais ça pourrait marcher. Alors, il y a eu des ratés, hein. Le premier gâteau au chocolat n'a pas été bon. J'avais fait avec de la patate cuite mélangée à du chocolat, ça faisait plus une espèce de pâte, c'était pas très bon. Mais il était heureux comme tout parce qu'il a pu partager ça chez sa nounou avec ses copains. Et puis petit à petit, voilà, j'ai élaboré, j'ai été plus loin. Et face, donc je parlais des réseaux sociaux en fait, parce que face à tous ces partages, j'ai compris que ces recettes seraient utiles à d'autres familles ou d'autres patients adultes. Et donc, comme je disais, je cuisine au pifomètre. Aucune des recettes n'était écrite. C'est-à-dire qu'il n'y avait que moi qui les faisais. Mon conjoint ne les faisait pas puisque je ne lui avais jamais écrit. Je ne savais. Voilà. Mais je me suis dit, bon, là, il y a un vrai besoin. Moi, j'ai eu cette rencontre avec la pomme de terre, cette illumination de patates. Il faut que j'en fasse quelque chose pour aider les autres et ne pas nous aider seulement nous. Et donc j'ai rassemblé dans un livre qui n'a pas été fait seul, puisque au départ j'ai travaillé avec Emmanuelle Poiré, qui est photographe culinaire, Ok, chouette. qui a fait les photos, qui a été au top parce que voilà, elle est, on peut dire que elle est bénévole sur ce projet, en tout cas quasi bénévole, et je la remercie. J'ai d'abord donc fait le travail sur ces recettes et j'ai décidé donc de mettre en vente le livre, d'abord pour des raisons de droit d'auteur, parce que je tenais à protéger ce travail. Ça représente des centaines d'heures de travail, les recettes que j'ai inventées, et j'avais à cœur de protéger ça. Voilà. Mais au début, j'ai créé une micro-entreprise, mais c'est vrai que je ne souhaitais pas, sur en tout cas les ventes des livres, sur d'autres projets qui peuvent arriver, ce sera peut-être différent, je ne sais pas, mais sur les ventes des livres, je ne voulais pas toucher l'argent personnellement, parce que c'est l'histoire de mon enfant et la mienne, mais l'histoire de mon enfant, et que je pense que c'est un projet d'intérêt collectif, puisque comme on le disait, ça concerne les patients SAMA, mais pas que. Et donc j'ai créé l'association tout simplement
pour avoir une structure juridique permettant de porter ce projet de livre, mais en respectant finalement un aspect éthique, moral qui me tenait à cœur. Trop chouette. Ça, j'adore. Moi, j'adore le projet. Merci. Et justement, comment toi, tu te dis, bon, bah, du coup, j'utilise la pomme de terre. Enfin, comment tu trouves la motivation à trouver toutes ces recettes et quel type de recettes déjà tu peux nous donner en exemple que tu as trouvé justement avec cet aliment? J'ai écrit un texte que j'ai partagé à voix haute parce que j'ai participé en septembre au Festival des transitions gourmandes dans ma commune. D'ailleurs, ça a été vraiment un événement hyper chouette. Et j'ai écrit un texte, et dans ce texte, c'est ce que je dis, 10, 9, 8, 7, 6, 5 aliments. Et avec ça, on fait quoi? C'est ce que je dis aussi dans la vidéo de présentation. Qu'est-ce qu'on fait avec 5 aliments? Est-ce qu'on survit ou est-ce qu'on décide en fait d'en faire quelque chose? Et parce que 5 aliments, c'est le stade de la survie, honnêtement. Sachant qu'on était à une époque où il y avait beaucoup de symptômes, où on ne dormait pas. Je faisais plus que 46 kilos. Mon poids de forme, c'est plutôt 53 kilos. Donc il y avait, je pense, ce livre, il vient du fond de mes tripes, il vient d'un instinct de survie, et plus que de survie, justement, un instinct de vie, en fait. Comme je le disais, je suis une éternelle optimiste, et face à ces 5 aliments, et face à mon enfant qui grandissait, face à ma santé aussi qui était en difficulté, il y a, je pense, eu un déclic, quelque chose à l'intérieur de moi, de ma tête, qui a dit, OK, il faut faire quelque chose. Et comme je disais au début, il y a eu des ratés, quoi. Mais à force de voir sur Internet, notamment, plein de recettes. Je vais donner un exemple. Une des premières recettes, et qui reste une de nos préférées aujourd'hui, nous, on l'appelle le biscuit, mais c'est plus des petites barres chocolatées. 2 ingrédients, donc pommes de terre et chocolat. Et en fait, il y a une marque de gâteaux biscuits sans allergènes, Matati, qui avait Ah oui, je vois très bien. qui avait mis en partage gratuit sur son compte Instagram une recette avec des pois chiches soufflés ou grillés, je sais plus, mélangés à du chocolat fondu, mis au congélateur, et ça faisait des barres chocolatées. Et je me rappelle très bien, j'étais dans mon canapé et j'ai dit, mais attends, mais oui, mais bien sûr. Et je suis allée couper je crois que je l'ai fait tout de suite. Je suis allée couper mes pommes de terre en tout petits dés, je les ai mis à l'Actifry, je les ai laissés bien griller. J'ai fait fondre du chocolat, puisqu'on avait donc le chocolat dans notre alimentation. J'ai mélangé, mis au congélateur, un quart d'heure après, on l'a sorti, on a dit, mais c'est génial. Donc il y a une inspiration qui vient d'autres recettes, il y a des choses qui me sont venues, je pense, je fais des petits roulés aussi. Maintenant qu'on a la compote de pommes, je l'ai fait soit nature, enfin pommes et pommes de terre, soit chocolat pomme. Et en fait, ça m'est venu en lisant Petit Loup Fête Noël. Donc c'était l'année dernière, c'était il y a 1 an. Et là, dans ce livre-là, la bûche, c'était un roulé justement, comme une génoise, je crois on appelle ça. Et je me suis dit, mais attends, parce que j'avais déjà inventé les petits pains, la pâte à pizza. Je dis, mais en fait, si je la fais pré-cuire, que je la roule avec un peu de compote à l'intérieur, banco, je suis sûre qu'on a un truc. Et effectivement, on a un truc. Maintenant, il faut savoir que ces recettes restent à base de pommes de terre, et vraiment pommes de terre. Par exemple, le pain. Je prends l'exemple du pain. C'est du pain 100% patate. Il y a rien d'autre que de la patate, ou à la rigueur une matière grasse comme de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Et on peut le faire sans matière grasse si on n'a pas de matière grasse dans son alimentation. Donc, faut pas s'attendre à récupérer quelque chose qu'on peut avoir l'habitude de manger. Mais on crée une nouvelle habitude. Et donc voilà, d'où viennent ces recettes? Je pense qu'elles viennent vraiment de plus qu'un instinct de survie, vraiment d'une envie de transcender ce qui nous arrivait, une envie de partager et une envie de nous sauver, quoi. Et surtout sauver mon enfant. Et comment, parce que là, du coup, tu parlais de 5 aliments et là, tu parles de la compote de pommes. Comment ça se passe quand tu veux retester, je mets entre guillemets, mais un nouvel aliment, tu veux voir si
on peut réintégrer quelque chose dans l'alimentation de Louis ou de toi? Comment ça se passe? Alors, donc on dit réintroduire. Ouais. Nous en tout cas, donc pour réintroduire les aliments, il faut savoir que depuis qu'il est petit, donc on tient un journal et que notamment on l'a référencé sur un Excel dans notre Drive famille où on a plusieurs pages, donc une page avec le suivi de poids, une page avec les suivis ORL, etc., etc. Une page vraiment de journal alimentaire où on note chaque introduction avec un code couleur échec, bof bof, réussi. Et avec, on explique les différents seuils, la date d'introduction, quelles ont été les réactions, combien de temps on a mis pour introduire, parce que des fois, il y a des choses qui s'introduisent vite, ce qui a été le cas du brocoli pour notre fils. Il y a d'autres choses qui prennent plus de temps. La compote ou le poulet ont pris du temps. Voilà. Et donc, on a aussi une autre page sur laquelle on a tout écrit depuis qu'il est petit. Donc, il y a des aliments, par exemple, le maïs, on n'ira pas. Peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est non. Le colza, c'est pareil. Par des petites expériences, on sait qu'il réagit très fort. Donc, on va pas aller s'amuser sur l'huile de colza. Donc, pour les réintroductions, on a une espèce de carte qu'on a dans nos têtes grâce aussi aux outils écrits qui nous permettent de savoir où on va surtout pas, où on peut essayer d'aller. Donc ça, c'est un peu les premiers critères qui correspondent à son corps, à sa santé, à sa main. On a des critères diététiques de nutrition. Par exemple, la carotte, ça a été un choix puisqu'on manquait de bêta-carotène dans notre alimentation. Donc on s'est dit, et on manquait aussi un petit peu de vitamine C, on manquait aussi de couleur, tout simplement. Donc on s'est dit, go, on essaye la carotte. Ça a mis un petit peu de temps, mais on a réussi. Et quand on choisit un aliment, on s'est toujours cuit. On l'introduit systématiquement le midi, jamais le soir. On l'introduit à des moments du mois, de la semaine, où on sait qu'on va pouvoir être en surveillance. On l'introduit à des moments où ça va. Quand on est sur une période compliquée de base, on n'introduit pas. Nous, on introduit beaucoup moins, par exemple, d'octobre à mai que de mai à septembre, puisque d'octobre à mai, on est vraiment sur la période de l'année la plus difficile pour son corps, donc on va beaucoup plus lentement. C'est depuis qu'il est né que c'est comme ça. Donc et on privilégie les introductions chez lui. On n'introduit jamais en même temps chez nous deux parce que tout simplement il faut que je puisse être présente. C'est-à-dire que si moi je réagis, qu'il réagit, c'est compliqué. Son papa est présent, mais voilà, son papa dans notre organisation familiale est la personne qui travaille le plus. Moi je travaille, mais de façon adaptée à la maladie et à mon statut d'aidant. Donc c'est moi qui vais devoir porter au maximum finalement ce qui peut se passer. Et donc on introduit d'abord, et une fois que ça passe pour lui, on introduit pour moi. Et moi, je fais en sorte finalement de le suivre sur ses chemins d'introduction, de façon à pouvoir continuer à manger la même chose, parce que on a remarqué que le fait qu'on soit tous les deux confrontés à la maladie, tous les deux avec des régimes restrictifs, c'est une vraie force et un vrai soutien psychologique pour lui. Ok. Trop Donc bien. c'est tout qui se fait petit à petit. Au début, quand par exemple le riz, c'est une demi-cuillère à café. Ok. Et après on augmente. Et l'augmentation va se faire selon des critères qui sont pareils, individus dépendants. Chez nous, il y a des red flags, il y a des symptômes, même s'ils sont petits, on sait que ça veut dire que ça ne passera pas. Okay. D'autres, on sait qu'il faut juste que son corps s'habitue. Voilà. Ouais, c'est de prendre le temps et puis de jauger en fonction de chaque aliment. Un travail d'équilibriste. Exactement. Et toi, quand tu les partages du coup sur Instagram tes recettes, est-ce que justement tu as des retours de patients, de famille sur justement ces recettes? Est-ce que les gens les testent? Parce que tu sais, enfin comme tu disais que le SAMA était un peu en fonction de chaque personne. Comment tu as des retours sur ce sujet? Alors, je dirais que le premier retour, c'est finalement le fait que les gens n'osent pas les tester. Parce que je pense que c'est une cuisine qui est pas intuitive et que ça peut faire un peu peur de se dire il faut râper, il faut enfin c'est vraiment quelque chose de très nouveau. On est vraiment sur des recettes la pomme de terre, il y a certaines c'est un aliment qui est très très cuisiné de plein de manières déjà. J'ai pas révolutionné le monde de la patate, je pense. Mais on va au-delà avec les recettes que j'ai inventées et j'ai eu ce retour vraiment un peu cette inquiétude. Donc, pour pallier cette difficulté, j'ai tout simplement mis en place donc un YouTube où je suis en train de créer des vidéos, sachant que
pour moi, créer des vidéos, c'est compliqué. Un peu comme écrire les recettes. Ça fait partie de mes blocages. Donc, les vidéos arrivent tout doucement, petit à petit, mais elles arrivent. Et comme ça, je partage petit à petit certaines recettes. Et en parallèle de ces vidéos qui mettent du temps à arriver parce que vraiment j'ai du mal à les faire, je mets en place des ateliers. Donc des ateliers en présentiel à destination du tout public. Pour sensibiliser à la pomme de terre, pour sensibiliser à cet aliment qui est très intéressant du point de vue nutritionnel, économique, mais aussi écologique. Dans mes recherches, j'ai découvert que pour 1 kilo de pommes de terre, je crois qu'il faut à peu près 300 litres d'eau. Pour 1 kilo de blé, il faut 1500 litres. Donc, je pense quand même qu'on est sur un aliment d'avenir. Donc, j'adresse aussi ces ateliers au tout public, vraiment d'un point de vue de cuisine, mais aussi de sensibilisation, puisque j'explique comment, pourquoi on en est là. Et ça permet de faire connaître la maladie à un large public. Et ça donne envie aux gens de découvrir les recettes. Et après, j'ai un volet finalement plus en visio, qui est vraiment là à destination des patients et des familles de patients. Je mets en place des visios depuis ma cuisine avec, comme là, on est en train d'avoir Enfin, il y a plein d'outils. Il y a Messenger, il y a Zoom, il y a tout ce qu'on veut. Et ça permet à la fois donc de montrer les recettes et ça permet aussi de rassurer et de susciter aussi un moment d'échange en fait entre parents, entre patients, parce que vraiment je sens il faut que les gens osent sauter. Dire ok, allez là, on se lance, la pomme de terre, on la connaît pas comme ça, mais on y va. Et une fois que le pas est sauté, les retours sont positifs. Il y a des petits ratés encore dans les réalisations, mais c'est là où j'interviens, où je dis écrivez-moi en fait des messages en message privé. Je réponds dès que je peux. J'hésite pas à refaire des vidéos mal cadrées, machin, mais pour dire regarde en fait il faut plutôt faire comme ça. Parce que souvent à la photo je vois ce qui a pas fonctionné, parce que j'ai à force de le faire, j'ai un peu l'œil. Ouais, c'est ça. Mais enfin vraiment, j'ai à cœur d'être accessible tant par mon Instagram, les partages, le livre qu'on essaye de rendre accessible financièrement, les vidéos sur YouTube, mais aussi les visios, les ateliers. Enfin, il y a vraiment une création de liens qui prend du temps, qui prend le temps de se connaître, qui prend le temps de se rassurer. Et ce qui a très bien fonctionné là récemment, il faut savoir qu'il y en a un groupe. Il y a plusieurs groupes sur les réseaux sociaux de maladies. C'est quelque chose d'assez connu, qui est très utile. Et nous, Ouais, on est moi, je suis sur 2 groupes SAMA pédiatriques, dont un qui est très actif. Et c'est là-dessus que j'essaye vraiment de communiquer, de partager les recettes pour le coup à titre gratuit. Et les ateliers. Et notamment, là, j'ai partagé donc le burger, parce que le pain au burger, en fait, a cette magie de vraiment s'adapter à tous les régimes. Pour faire le pain burger, on prend de la patate, un four et c'est fait. Voilà. On peut mettre un peu d'huile, toujours cette possibilité, mais c'est pas obligatoire. Si, par exemple, dans l'alimentation, on a uniquement de la patate, de la carotte, eh ben, on peut faire un burger. On prend la pomme de terre qu'on va râper, créer en petits pains qu'on va mettre au four. En parallèle, on va cuisiner à vapeur ou à l'eau ces carottes et ces patates qu'on va ensuite mixer avec de l'eau pour faire une petite crème, une crème en plus orangée. Si on a le sucre dans l'alimentation, ce qui n'est pas toujours le cas, on rajoute un petit peu de sucre, ce qui peut faire un effet sucré qu'on peut retrouver dans du ketchup, dans toutes les sauces, enfin voilà. Au four aussi, dans un plat, on râpe des lamelles de patates et des lamelles de carottes qu'on met au four. Donc là, pour le coup, quand même, avec un peu de matière grasse. Et ça va rendre quelque chose de très sucré et d'un peu croquant. Donc, on prend son pain, on met sa crème, on rajoute ses lamelles, on remet un petit peu de crème, le pain, on a un burger. Il y a 2 aliments. Que demander de plus? Voilà. Voilà. Mais après, il faut avoir la pomme de terre. C'est sûr que si on n'a pas la pomme de terre, on peut pas. C'est ça. Après, si on a un autre légume, peut-être voilà, que ça peut s'adapter. J'essaie et quand je partage, de vraiment partager les recettes les plus, parce que le chocolat, c'est un grand sujet dans le SAMA. Il y a beaucoup de personnes qui le tolèrent pas du tout ou en petite quantité. Et nous, comme on le tolère, on a quand même pas mal de recettes à base de pommes de terre. Mais vraiment, j'en ai d'autres. Et c'est sur celle-ci que je fais le focus parce que j'ai toujours à cœur de m'adapter aux personnes que j'ai en face. Ok. Et justement, je pense que toi, de travailler sur ces recettes, travailler via l'association, ça a dû aussi améliorer
l'aspect, j'ai envie de dire, santé mentale qui devait être compliqué justement au moment du diagnostic de ton fils, de toi, et puis enfin, on doit être hyper démunis, se dire, mais si plus ça va, il y a moins d'aliments, comment je vais faire? Je sais pas. Je sais pas parce que moi, le diagnostic, que ce soit celui de mon fils ou le mien, je les ai vécus comme un soulagement. Donc pour ma santé mentale, l'étape diagnostique a plutôt été très positive. Ouais, c'est ça. Maintenant, oui, l'association, au-delà de cette question diagnostique, dans le quotidien avec la maladie, déjà, voilà, comme je disais, je suis hyper active et il faut que, enfin, ce qu'il y a dans ma tête, il faut qu'à un moment donné, ça sorte. Et ce projet associatif, me permet d'avancer. Ce n'est pas une association de patients, hein, je le précise, je l'ai pas dit, mais c'est vraiment une association de sensibilisation. Dans le SAMA, il existe des associations de patients, dont Assomast, dont je suis adhérente et j'essaye de m'y investir aussi en tant que parent de patients. C'est vraiment une association de sensibilisation qui me permet de sortir toutes les idées un petit peu comme Dumbledore là avec ses pinceaux. C'est ça. Pour ceux qui ont la référence Harry Potter, mais de les sortir et d'en faire quelque chose. Mais au-delà de l'association, c'est vraiment la création du lien. J'échange quotidiennement avec des pour le coup des mamans que je n'ai jamais rencontrées en vrai, mais avec qui je parle plus maintenant que beaucoup de personnes de mon entourage parce qu'on vit la même chose et que le syndrome d'activation mastocytaire, il y a une médecin un jour qui nous l'a dit et on a été, moi en tout cas je vais parler pour moi, j'ai été soulagée qu'elle le dise. Elle a dit c'est pas une vie que vous vivez. Alors ça peut paraître pas très cool de dire ça et je suis pas complètement d'accord dans le sens où c'est notre vie, mais c'est vrai que il y a le mot enfer revient beaucoup dans nos échanges de famille. Voilà. Parce que on réagit à tout, parce que c'est de la douleur physique, de la douleur psychologique, parce que c'est de l'adaptation constante. Le quotidien, tout est une question d'adaptation. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Et on sait qu'aussi dans la vie, il y a des phases qui vont aller être encore plus dures que ce qu'on vit aujourd'hui. Là, moi, cette année, c'est une année charnière. Mon syndrome, il a augmenté. Je sais pas si c'est le terme, empiré. J'ai des nouvelles choses qui sont apparues. Et c'est... Et ouais, mais comme beaucoup de maladies chroniques, hein, j'ai conscience qu'on n'est pas seul, hein, et il y a toujours pire en soi. Mais on n'est pas là pour ni pour se comparer au mieux ni au pire. On est là pour poser des mots et pour poser l'existant et avoir le droit de dire que c'est un enfer, mais qu'un enfer qu'on aime et qu'on chérit, parce que pour rien au monde, je crois qu'aujourd'hui je changerais ma vie. Ouais, donc, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, je crois que tu as publié un tome 2 de ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc face à l'envie des personnes d'avoir les recettes, j'ai publié un premier livre un petit peu vite. D'ailleurs, je profite de cette question pour finir de remercier parce qu'il y a Emmanuel donc qui a travaillé sur la photographie. Et en fait, quand j'ai voulu éditer le premier, j'ai fait toute seule. Sur Pages, c'était honnêtement pas très très joli parce que pareil, c'est pas mon métier. Je pense qu'avec ce projet de vie, j'explore plein de choses. Alors autant maintenant la patate c'est nickel, autant le graphisme tout ça vraiment pas du tout. Donc j'ai pondu un espèce de truc pas très joli qui a été refusé au moment de l'édition. C'est en auto-édition, alors qui a été refusé pour des histoires de trame, de bordure ou je sais pas quoi. Enfin bon bref. Et je l'ai partagé sur Instagram en disant bon en fait ça marche pas, vous l'aurez pas pour Noël, je suis désolée, tout ça. Et en fait rien n'arrive par hasard puisque j'ai ma plus vieille amie, une de mes plus belles amitiés qui est venue me voir, qui me dit mais Maëlys, pourquoi tu m'as pas écrit? Je te le fais. Je dis bah oui, mais je peux pas te payer. Et puis il me dit écoute, on est sur un travail associatif, c'est un peu d'intérêt collectif, et ben on y va. Et elle a sublimé le travail. Ce livre aujourd'hui, il est aussi beau parce que Emmanuel et Mylène ont fait ça. Et après j'ai aussi fait appel à plus les fautes, donc Yvelène qui a pu corriger et relire parce que c'est un travail associatif, mais que je veux de qualité
et professionnel. Donc ça a été relu, puis édité. Mais au moment de l'édition, moi j'ai continué d'inventer des recettes. Je me suis pas arrêtée là. Et je me suis dit, mais ces recettes-là, elles sont mieux que celles d'avant. Les recettes qui ont suivi, c'est donc le pain à burger, les petits pains au chocolat et les cookies tout choco. Ça et j'ai dit, mais ceux-là, il faut qu'on les sorte, quoi. C'était obligé. Et donc là, Emmanuelle ne pouvait pas se joindre à nous sur le projet parce qu'elle était dans beaucoup de rush professionnels. Donc déjà, je la remercierai jamais assez pour le premier tome. Donc j'ai fait moi les photos sur ma table. Je les ai envoyées à Mylène, donc qui a accepté de retravailler aussi avec moi. Elle m'a dit, ah oui, alors, est-ce que tu peux faire un peu autrement? Donc, j'ai refait des photos. Enfin bon, j'ai essayé de faire un truc assez propre. On a retravaillé avec A+ les fautes et on a donc sorti un deuxième tome beaucoup plus petit avec ces 4 recettes. Et donc, j'ai appelé à la boulangerie puisqu'on est davantage sur des recettes qu'on va retrouver en boulangerie. Moi, c'est aujourd'hui, enfin, ouais, je crois que c'est ces recettes-là que je préfère, mais après, c'est les goûts et les couleurs, donc. C'est voilà. ça. Et il y a un nouveau livre qui va sortir. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a d'autres projets de livres qui arrivent? Alors, oui, alors ce sera pas un livre vraiment nouveau, dans le sens, en fait, on va fusionner les 2 livres. Ok, d'accord. On va les fusionner et le premier livre, en fait, était disponible uniquement en papier, le deuxième uniquement en e-book. Donc, on va les faire fusionner pour les mettre en vente en papier et en e-book au même prix, c'est-à-dire qu'il y aura plus de recettes, mais je n'augmenterai pas le prix. Ça, c'est hors de question puisqu'on reste vraiment sur un souci d'accessibilité. En parallèle, je continuerai de partager petit à petit les recettes, etc. sur Internet, sur YouTube, tout ça. Donc, il y a ce livre qu'on espère sortir là justement pour les fêtes. Mais j'ai appris à prendre le temps et que si ça sort après, ça sortira après et ce sera ça, aussi ce bien. n'est pas grave. Parce qu'on est déjà le 13 décembre quand même, donc peut-être savoir raison garder. Mais voilà, donc il y a ce livre-là et moi j'écris effectivement beaucoup. Je pose les mots donc d'abord sur les réseaux et là je les pose sur mon ordinateur. Je ne sais pas si un jour ça donnera quelque chose. Aucune idée. Je ne peux pas le dire. On verra ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Voilà, j'aime poser des mots, donc je les pose. Parfait. Moi, je voulais savoir ce que ça représentait un peu pour toi, justement, d'avoir gagné le prix coup de cœur du public Apps Patient. C'est ce que j'ai dit quand je l'ai reçu. J'ai dit c'est fou, c'est complètement fou. En fait, je me rappelle parce que moi j'y croyais pas. Déjà en postulant, je pense, j'étais pas sûre que ma candidature soit retenue. Bon, elle a été retenue. Je me doutais que je serais pas prise pour le livre parce que ça reste une auto-édition, c'est un petit livre, on est sur un livre de recettes, pas forcément sur un livre témoignage. Voilà, j'avais conscience un peu du caractère un petit peu hybride de ce qu'on proposait. Donc j'ai pas du tout été déçue de pas être prise sur le livre, je m'y attendais. Et quand j'ai reçu, et je m'attendais pas à ce qui est la catégorie coup de cœur en fait. Je reçois le mail après, je dis ah bon. Parce qu'en fait, j'étais presque soulagée de pas être prise parce que moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je fais pareil de façon non professionnelle et je me suis dit bon au moins, j'aurais pas à communiquer, je vais pouvoir respirer un peu parce que je me sens un petit peu débordée. Et là, je vois le truc, je fais ok, d'accord, bon, j'y vais et puis on verra ce que ça donne. Je fais comme je peux et voilà. Et j'ai vu qu'en face de moi, il y avait des grosses communautés en fait. Moi, j'ai moins de 1000 followers sur mon compte. J'ai 200 personnes qui voient mes stories par jour, ce que je trouve déjà très, très, très gros. Mais ce qui est rien comparé à d'autres comptes. Donc, je m'attendais vraiment pas à gagner. J'ai mobilisé mes proches, mes cercles, tous les cercles, professionnels, associatifs, de contact de ma commune. Et je sais que ce projet, il est... c'est un projet de cœur. Enfin, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, qui vient des tripes, qui vient du cœur. C'est un projet où c'est peut-être bizarre ce que je veux dire qu'à l'image, mais où je pose ma main et je souffle de la poussière de fée, quoi. C'est, prenons, aimons-nous et créons ensemble. Et enfin, c'est ça. Cette espèce de, voilà, c'est cet aspect un petit peu optimiste et bisounours que je peux avoir. Et donc, je pense qu'en fait, quand j'ai été nominée, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Il y a eu un engouement déjà à ce moment-là et je me suis dit bon au pire même si je gagne pas en fait c'est pas grave parce que là il y a des nouvelles personnes qui découvrent le livre, ça m'a fait travailler la petite vidéo, ça m'a
faire travailler le site internet. Donc, je me suis dit, allez, banco, dans tous les cas, c'est positif. Arrive le jour des résultats. Je me rappelle vraiment, le matin, je partage ma story en me disant, ouais, franchement, j'y crois pas. Enfin, j'ai l'impression que j'étais stressée, mais même là, d'en reparler, genre, j'ai le cœur qui bat et tout. Et là, je sais pas qui est derrière le réseau social. C'est Oriane qui travaille avec moi. D'accord. Et bien, donc, Oriane m'envoie des doigts croisés. Et moi, je fais une capture d'écran quand j'envoie notamment à mon compagnon et à une de mes meilleures amies et je leur dis, c'est vache quand même, hein, parce que eux, ils savent qui a gagné et ils me laissent l'espoir jusqu'au bout, quoi. On dirait Oriane. Et vraiment, parce que je pense qu'en vrai, si elle l'a fait, c'est parce elle savait. Oriane, on regardait les résultats tous les matins, donc elle savait très bien qui allait gagner. Et donc, moi, je me doutais qu'elle savait et je me suis dit, c'est vache et tout. Enfin, qu'ils fassent le suspense auprès du grand public, oui, mais nous, c'est quand même pas cool. Arrive midi, j'étais dans la rue qui descend chez moi avec mon fils en poussette. Et là, je me dis, non, Malice, tu te connectes pas. Là, tu vas être trop déçue. Respire, prépare-toi. Tu sais que tu l'as pas. Mais il y avait quand même un espoir, quoi. Et je me suis dit, attends, respire, prépare-toi. Ça va, tu l'auras pas, mais c'est pas grave. Je me prépare au mental 3 minutes, hein, mais j'ai pas tenu plus de 3 minutes. Midi 3. J'ouvre, je balaye là sur le, et là, j'explose, en fait. Je pleure, je tremble. Mais genre, là, rien que d'en reparler, j'ai les larmes, je tremble parce que en fait, c'est pas juste un projet professionnel, c'est pas, la pomme de terre, elle a sauvé la vie de mon enfant. Je crois que c'est ça qu'il faut entendre. La pomme de terre, pour certains, ce sera la courgette, pour d'autres, ce sera le riz. Mais notre aliment magique a sauvé et c'est encore un aliment refuge aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de tenir 3 ans et demi d'allaitement. Ça a sauvé la vie de mon fils. Ce prix coup de cœur, c'est un pied de nez à la maladie. C'est dire, bah ouais, elle est là, la maladie, hein, et elle nous enlève beaucoup de choses. Mais il y a un truc qu'elle nous enlèvera pas, c'est l'espoir. Vraiment. Et donc, je pleurais et j'ai appelé mon conjoint. Je dis, oh, on a gagné. Il me dit, respire, rentre à la maison, pose. Ah oui, mais je tremble. Donc voilà, ce que ça représente, c'est un pied de nez, quoi. C'est de dire, et ça, je m'adresse aux personnes qui vont écouter, parce que je sais qu'il y aura pas mal de mamans, je pense, et peut-être de papas, mais il y a beaucoup de mamans dans les maladies pédiatriques, par la vie, par la société, par tout ça. C'est pas du tout un reproche, hein, c'est vraiment un simple constat. Un jour après l'autre, un pas après l'autre, une vague après l'autre, et ensemble, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, hein. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et l'association La Patate de Louis, les livres La Patate de Louis, c'est la preuve de ça. Ça nous touche beaucoup, tu sais. Hein. Je vais envoyer tout ça à Oriane, elle va être trop touchée aussi, trop émue. Mais du coup, ça me fait poser une question et qui va avec ce que je te posais tout à l'heure, mais c'est, qu'est-ce que c'est un happy patient, du coup, pour toi? En fait, la notion, enfin, cette expression happy patient, elle me fait penser à ce qu'on traverse, en fait. C'est comme l'acceptation, c'est comme la résilience. Il y a pas un happy patient, il y a pas une définition, il y a pas un chemin. Je pense qu'il y a autant de happy patients que de patients, et qu'on peut d'ailleurs être très profondément malheureux, être au bord du gouffre et être un happy patient parce que tout simplement on garde encore le nez au-dessus de l'eau. Donc happy patient, je pense que c'est un peu la clé, quoi. C'est d'être en vie, c'est d'être là, quoi, et de continuer quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Très bien. Moi, ça me va très bien. Et justement, pour terminer ce podcast, je voulais savoir si tu avais un message justement à transmettre aux familles justement qui vivent avec ces régimes alimentaires, enfin ces alimentations restrictives, ces maladies rares comme le SAMA. Qu'ils sont pas seuls, tout simplement. Et ils seront jamais seuls. Parfait. Écoute, c'est un super épisode. Franchement, je pense que les gens vont être bien émus. Ils vont être ravis de découvrir ton expérience, ton parcours et ton livre. J'espère, on mettra le lien vers ton asso, vers ton livre. Donc, merci à toi, Maëlys, d'avoir partagé ton expérience. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com,
ou bien télécharger notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.